questions, vous écrivez, on va y répondre à la fin. Pour ceux qui ont une question aussi, ils peuvent lever la main à la fin aussi. Peut-être 1 heure, maximum. Maximum 1 heure. Alors, s'il y a un problème, vous me dites. Hein. Ok. Est-ce que je peux qui est votre délégué, s'il vous plaît? Oui, docteur. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est vous la déléguée? Oui, oui. Alors, à la fin, je vais vous envoyer le TD. D'accord, très bien. Par mail. Donc, vous allez me laisser votre mail à la fin. D'accord, très bien. On va commencer. Bonjour tout le monde. Alors, les complications des syndromes coronariens aigus, je pouvais bien dire complications des IDM, comme vous le savez, mais voilà. Donc, on a choisi de dire ça, syndrome coronarien aigu parce que j'espère que vous avez fait le TD avec Dr. Elzo, qui vous a expliqué que les syndromes coronariens aigus ST- pouvaient se compliquer, notamment de troubles du rythme ou de complications mécaniques, des sciences cardiaques, qui pouvaient donc donner un tableau de syndrome coronarien aigu à très haut risque. À haut risque. Docteur, Oui, excusez-moi, est-ce que vous avez partagé la diapo? oui, vous l'avez pas encore. On l'a pas encore. Très bien, on va refaire. Mais bon. Est-ce que vous avez mon écran là, non? Est-ce que vous avez l'écran? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez la diapo en mode grand écran ou pas encore? Alors? Oui. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut commencer? C'est tout le monde qui a la diapo. Alors, finalement, il y a que moi. Je vais essayer de sortir et de revenir à la réunion. Ok, allez-y. Je vous attends. Bonjour, alors tout le monde a la diapo, s'il vous plaît? Oui. Ok, très bien. Alors, comme ça, on peut commencer. Bonjour à tous. Alors, quand je vous ai dit, bon, j'ai choisi de dire complications des syndromes coronariens aigus et non pas complications des IDM, parce que certains syndromes coronariens aigus ST- peuvent se compliquer, notamment de troubles du rythme et de complications mécaniques, voire l'insuffisance cardiaque, et ça les rend à très haut risque. Voilà. Donc, pour commencer, il faut savoir que les complications. Alors, je vais vous demander de désactiver votre. Je vais vous demander de désactiver vos micros. Docteur, votre micro, on n'entend rien.
Docteur, s'il Alors, vous plaît. comme ça, c'est mieux? Oui. Très bien, parfait. Alors, on commence. Alors, les complications, je vous ai dit, liées au syndrome cornéen aigu sont le plus souvent liées au syndrome cornéen aigu ST+, donc les IDM, soit dues à l'ischémie en phase aiguë, soit à la nécrose. Et on a quelques syndromes cornéens aigus ST- qui se compliquent notamment de troubles du rythme, d'insuffisance cardiaque. Et donc, le traitement des complications des syndromes cornéens aigus, comme vous l'avez compris, passe essentiellement par la reperfusion myocardique. Donc, plus on reperfuse le myocarde, moins on a de complications. Il faut savoir qu'on a deux types, j'allais dire. Alors, les premières complications, c'est les complications précoces, qu'on a dans les 15 premiers jours, et des complications tardives. Voilà, donc pour commencer, donc on va parler des complications précoces, puis des complications tardives. Alors, la complication la plus redoutable, la plus redoutée, et c'est la première cause de décès préhospitalier, c'est la mort subite. Alors, la mort subite complique environ 10% des syndromes cornéens aigus, surtout les ST+. Elle est due le plus souvent à des troubles du rythme majeurs, que vous avez déjà vu, je suppose, les TV, les tachycardies ventriculaires et les fibrillations ventriculaires. Et elle peut être due rarement à des troubles conductifs. On va les voir un par un. Alors, la première complication, je vous ai dit, c'est la mort subite. Elle est redoutable, elle est préhospitalière, d'où la nécessité d'une prise en charge préhospitalière soutenue. Donc, les troubles du rythme ventriculaire, c'est la deuxième complication. Donc, elles sont très, très, très fréquentes en phase aiguë d'infarctus du myocarde, notamment de ST+. Elles sont dues à l'ischémie et non par la nécrose à la phase aiguë, comme vous allez comprendre bien sûr. Et elles ne sont pas corrélées à l'importance de l'IDM. Donc, un petit IDM peut avoir des troubles du rythme importants. Par contre, on va voir que les troubles du rythme à la phase tardive sont corrélés à la nécrose. Donc, notez bien que les troubles du rythme à la phase précoce sont dus à l'ischémie. Elles ne sont pas corrélées à l'importance de l'IDM. Il faut toujours chercher une cause aggravante, comme l'hypoxémie, l'acidose, ou l'hypocalémie, l'hypomagnésémie. Il faut toujours s'acharner à chercher une hypocalémie quand vous avez un trouble du rythme sur syndrome cornéen. Et vous savez que le traitement, je vous ai dit, passe par la reperfusion myocardique. Okay. Alors, les troubles du rythme ventriculaire les plus graves sont en premier la tachycardie AQRS large, avec dissociation auriculo-ventriculaire, que vous connaissez bien sûr, c'est la tachycardie ventriculaire. Alors, le traitement de ce trouble du rythme et le choc électrique externe si elle est mal tolérée. Sinon, c'est des antiarythmiques, un type d'amiodarone en IV et de bêta-bloquants. Alors, la fibrillation ventriculaire, elle est redoutable, plus redoutable que la tachycardie ventriculaire parce qu'il n'y a pas de systole efficace lors de la fibrillation auriculaire. C'est une urgence extrême. Le choc électrique externe, c'est le seul traitement avec réanimation cardio-respiratoire. Donc, sa prise en charge, c'est la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Ok. Une reperfusion coronarographie par coronarographie angioplastie est importante dans ce cas. Alors, vous allez voir un premier ECG. Ça, c'est un ECG tachycardie ventriculaire. J'espère que vous l'avez reconnu. Vous avez une tachycardie AQRS large, assez large, supérieure à 120 millisecondes, avec une fréquence supérieure à 100 et une dissociation auriculo-ventriculaire. Vous avez les auriculogrammes qui sont dissociés des ventriculogrammes. Il n'y a aucune association entre les deux. Okay. Par contre, la fibrillation auriculaire, c'est une trémulation de la ligne de base sans aucune activité régulière. Donc, ça ressemble à une fibrillation auriculaire, mais sans QRS. En fait, les QRS, c'est ces petites trémulations. Il n'y a aucune efficacité mécanique. Donc, il y a une dissociation mécanique. Et là, généralement, le tableau, c'est un tableau d'arrêt cardiaque. La prise en charge passe par le massage cardiaque
et le choc électrique externe. Voilà, donc deuxième complication la plus redoutable. Alors, le troisième trouble du rythme qu'on peut avoir pendant un syndrome cardiaque aigu, c'est un bon signe généralement, c'est le rythme idioventriculaire accéléré. Le RIVA. Alors, le RIVA, il s'agit d'une TV lente. Quand on dit TV, ça sous-entend un QRS large, plus de 120 millisecondes, dissocié des auriculogrammes, avec une fréquence, cette fois-ci, entre 80 et 100, et 100 cycles par minute. Alors, c'est un bon signe, je vous ai dit, c'est un signe de reperfusion après thrombolyse dans les idèmes antérieurs le plus souvent. Alors, elle est par contre généralement très très bien tolérée. Lorsqu'on a un RIVA qui est mal toléré, on peut donner de l'atropine ou de l'isuprel. Alors, le principe, c'est d'accélérer le rythme sinusal pour ne plus avoir cette tachycardie. Alors, un exemple de RIVA, c'est ça. Sur un idème antérieur, vous allez avoir une tachycardie qui commence ici. Alors, ça, c'est un QRS normal. Juste après, pas d'onde P. Onde P, elle se confond avec le QRS. Donc, dissociation auriculoventriculaire, avec un rythme qui est rapide, mais pas trop, à environ 80 cycles par minute, avec des QRS larges. C'est un rythme idioventriculaire accéléré. Et puis ici, ça reprend avec des ondes P, QRS, ondes P, QRS. Ok. Alors, je dis, le RIVA, c'est un signe de reperfusion myocardique. Très bien. Donc, la première complication que je vous ai dit, c'est les troubles du rythme ventriculaire. Vous avez aussi les troubles du rythme auriculaire. Alors, les troubles du rythme auriculaire sont très fréquents, comme la fibrillation auriculaire, le flotteur auriculaire ou un rythme auriculaire accéléré. Alors, ils sont fréquents à la phase aiguë, avec une réduction spontanée généralement. Alors, le traitement, c'est le même traitement qu'une fibrillation auriculaire ou un flotteur au long cours. Donc, ils sont pas très fréquents, ils sont pas très dangereux, j'allais dire. Alors, là, on passe aux troubles du rythme, aux troubles de la conduction. Des troubles du rythme aux troubles de la conduction. Je vous ai dit qu'ils sont aussi importants, qui peuvent mener à un arrêt cardiaque, à une mort subite, et que leur prise en charge est différente des troubles du rythme. Alors, vous avez les bradycardies sinusales et blocs sino-auriculaires qui sont fréquents quand on a un idème inférieur, généralement par choc vagal. Le traitement passe par l'injection d'atropine, qu'il faut accélérer le rythme sinusal. Et vous avez les blocs auriculo-ventriculaires, les BAV. Alors, les BAV peuvent être graves parce qu'ils peuvent mener à un arrêt cardiaque. Alors, en cas d'idème inférieur, vous avez deux types de BAV. Les BAV liés à l'idème inférieur sont dus généralement à un bloc nodal. Et qui dit bloc nodal dit mécanisme vagal et donc répond bien à l'atropine. Notez bien que les BAV des idèmes inférieurs et des idèmes antérieurs sont totalement différents. Ceux des idèmes antérieurs sont plus graves car ils sont liés à un bloc infranodal, donc ischien ou infra-ischien, pour atteindre des branches du faisceau de His. Alors, le plus souvent, ils sont mal tolérés et nécessitent un entraînement électrosystolique. Donc, ils sont d'entraînement électrosystolique. Il faut aller stimuler le V rapidement et ne pas mettre le malade sous isuprel. Ok. Très bien. Alors, voici un exemple d'IDM d'IDM inférieur, compliqué de BAV. C'est un BAV 2 pour 1, je vous ai dit. C'est des BAV généralement qui sont pas méchants. Alors, vous avez un sus-décalage du segment ST en D2, D3 et en AVF. Une image en miroir en antérieur, donc V1, V2, V3, et en latéral haut, D1, VL.
Alors, vous allez avoir des ondes P non conduites, non suivies de QRS. Donc, ça nous donne un BAV, 2 pour 1, à QRS fin. Et vous allez voir que lors du BAV qui complique un ST plus inférieur, c'est généralement une atteinte nodale. Donc, l'aspect du QRS n'a pas changé. Et c'est un BAV qui n'est pas méchant. Donc, il répond bien à l'atropie. Par contre, alors, lors des infarctus antérieurs, vous allez voir, ici par exemple, vous avez un sus-décalage en antérieur, exemple de V1 et de V2, sur un BBD complet, et vous allez avoir un BAV très méchant avec un QRS large. Docteur, Oui, apparemment, oui. il y a un problème de connexion parce qu'il y en a plusieurs qui ne voient rien et ne entendent rien. Non. Non, j'ai une bonne connexion. Je vais tout refaire et voir. Il y en a plusieurs, en fait, qui ont commenté dans le groupe. Très bien, on va voir. Ah, comme ça, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, complètement, oui. Oui, c'est un peu mieux. Oui. N'arrivez pas à On voir. vient d'avoir la diapo. Mais la diapo, vous ne l'avez pas encore. Est-ce que vous avez la diapo ou pas encore? Oui, maintenant, oui, c'est réglé. Très bien. Alors, c'est tout le monde qui l'a ou je peux voir les messages, s'il vous plaît? Voilà. Alors, vous me confirmez ça par message, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais savoir est-ce qu'il y a un problème ou pas. Très bien, parfait. Alors, est-ce que vous voulez qu'on répète la première partie ou on continue? Oui, S'il vous plaît. Très bien, parfait. Alors, je disais, très bien, parfait. On revient. Alors, je disais que pour les complications des IDM, il y avait deux types. Le premier type, c'est les complications précoces, aiguës ou subaiguës, qui arrivent dans les premières 15 jours. Et les complications tardives, c'est après les 15 premiers jours. Est-ce que vous m'écoutez bien ou pas? Oui. Très bien, parfait. Alors, il y avait deux types de complications. Les premières, c'est les complications précoces. Ensuite, on va parler des complications tardives. Alors, pour les complications précoces, je vous ai dit, la mort subite, c'est la première cause de décès en phase préhospitalière et qu'elle est due généralement à des troubles du rythme majeurs. Donc, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire et rarement à des troubles conductifs. Les tachycardies, alors les troubles du rythme ventriculaire ne sont pas corrélés à l'importance de l'IDM à la phase aiguë. Elles sont dues juste à l'ischémie myocardique. Elles sont aggravées généralement par une hypocalémie, une acidose ou une hypoxémie. Donc, il faut toujours chercher un facteur aggravant et que la reperfusion myocardique est le traitement principal. Donc, un malade qui vous fait une TV sur IDM antérieur, il faut aller revasculariser l'artère, donc ouvrir l'IVA pour ne plus avoir ce trouble du rythme. OK, c'est compris? Oui. Très bien. Alors, les tachycardies ventriculaires. Alors, c'est quoi une tachycardie ventriculaire? J'espère que vous avez fait ça avec Dr. Zouk. C'est des tachycardies à QRS large, avec une dissociation auriculo-ventriculaire le plus souvent, et une fréquence supérieure à 100. Donc, comme vous voyez sur cette diapo, vous avez des QRS assez larges, plus de 120 millisecondes, une dissociation auriculo-ventriculaire, et ça peut être dangereux parce qu'on peut ne pas avoir de systole mécanique. Donc, ça peut induire à l'arrêt cardiaque par fibrillation auriculaire. Alors, l'autre trouble du rythme ventriculaire grave, c'est la fibrillation auriculaire, qu'on va voir juste après. C'est une tribulation de la ligne de basson QRS distinguée ou distinguable, donc, comme vous voyez ici. Et là, vous n'avez aucune systole efficace. Donc, c'est l'arrêt cardiaque. Alors, la prise en charge de la fibrillation auriculaire passe par le choc électrique externe et une réanimation cardio-respiratoire, donc massage cardiaque et ventilation. Très bien. Alors, vous avez un troisième type de trouble du rythme
ventriculaire qui n'est pas généralement grave. C'est même un signe c'est un bon signe, donc c'est un signe de reperfusion. On le voit généralement après thrombolyse d'un infarctus ou d'un syndrome coronarien aigu ST+ antérieur. Le plus souvent, il est généralement bien toléré et c'est ce qu'on appelle le rythme idioventriculaire accéléré. Donc c'est une tachycardie ventriculaire lente avec une fréquence entre 80 et 100 cycles par minute, un QRS large et une dissociation auriculo-ventriculaire. Alors, voici un ECG d'un rival, d'un rythme idioventriculaire accéléré sur un idiome antérieur. Avec, alors ici, vous avez un QRS normal, PQRS. Perte de l'association auriculo-ventriculaire, donc une onde P qui se comprend avec le QRS. QRS large, fréquence autour de 80, et puis reprise du rythme normal. Donc ça, c'est un signe de perfusion myocardique. Ok. Alors, les troubles du rythme auriculaire, on disait qu'elles étaient très fréquentes à la phase aiguë, passagère et de réduction spontanée, et que si elles persistent, leur traitement, c'est le même traitement que les troubles du rythme auriculaire en cours, donc la fibrillation ou le flutter, comme vous l'avez fait. Très bien, parfait. Alors, on passe maintenant aux troubles de la conduction. Alors, les troubles de la conduction peuvent être graves, à l'image des BAV, et peuvent être plus ou moins bénins, comme les bradycardies sinusales et le bloc sino-auriculaire. Alors, les blocs sino-auriculaires et les bradycardies sinusales sont dus généralement à un idième inférieur, généralement, et leur traitement passe par l'injection d'atropine, qui va accélérer le rythme auriculaire. Alors, les BAV, par contre, peuvent être très graves, peuvent mener à la mort subite, comme vous avez vu, et ils sont différents si la localisation de l'idième est inférieure ou si elle est antérieure. Alors, les idèmes inférieurs donnent lieu généralement à des BAV qui sont pas méchants, avec un bloc nodal. Qui dit bloc nodal dit mécanisme vagal, et qui répondent bien à l'atropine. C'est compris? Non. Très bien. Alors, en cas Est-ce d'idième... que vous pouvez... Pardon, j'ai une question. Comment? Est-ce que vous pouvez expliquer le bloc nodal? Est-ce que je peux expliquer le bloc nodal? Ok. Alors, le bloc nodal, c'est généralement un bloc qui se situe généralement au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et pas au niveau du IS ou des branches du faisceau de IS. Alors, très bien. Et comme le nœud auriculo-ventriculaire reçoit plusieurs vascularisations par la droite, donc la couronne droite et l'IVA, généralement, quand il y a un idème inférieur, c'est pas tout le nœud qui est touché, mais c'est juste une partie périnodale. Donc, vous allez avoir un idème qui est généralement bien toléré. Vous allez avoir, très bien, parfait. Alors, vous allez avoir un BAV qui est généralement bien toléré. Donc, vous allez avoir des QRS qui resteront toujours fins avec une fréquence acceptable, donc élevée. En cas d'idème antérieur, par contre, la lésion se trouve en infranodal. Alors, infranodal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une atteinte des branches du faisceau de His. Donc, c'est pas le nœud auriculo-ventriculaire qui est touché. Et les branches du faisceau de His sont généralement, tolèrent très mal l'ischémie. Donc, à ce niveau, vous allez avoir une atteinte des branches du faisceau de His qui va donner un BAV très mal toléré et qui nécessite généralement une montée de centre d'entraînement électrosystolique. Donc, le premier BAV, il n'est pas méchant, il répond bien à l'atropine. Le deuxième, qui est dû à l'idème antérieur, est généralement très mal toléré. Alors, vous allez voir à l'image un BAV l'idème inférieur. Alors, l'axe du QRS ne change pas. Comme ici, vous avez un sus-décalage en inférieur. Donc, en D2, D3, en AVR. Avec une image en miroir en antérieur et en latéral haut, sous décalage en T négatif. Vous suivez? Alors, les QRS sont toujours fins, avec un BAV 2 pour 1. Donc, une onde P sur 2 n'est pas suivie de QRS. OK. Alors, ça reste un BAV qui a un échappement ventriculaire assez rapide, qui n'est pas très très long et qui est bien toléré.
Par contre, quand c'est un antérieur, vous allez avoir un échappement ventriculaire bas situé, une fréquence très basse, comme ici, autour de 20 à 30 cycles par minute, et une dissociation auriculo-ventriculaire complète. Vous avez les ondes P sont ici, P, 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 dissociées des QRS, qui sont larges et qui ont une fréquence très très basse. Ça, c'est un IDM antérieur, c'est un ST+ antérieur. Vous voyez BAV2, V1, V2, qui est compliqué de BAV complet, un QRS large, avec une fréquence très basse. Alors, ce genre de IDM, généralement, ne répond pas à l'atropine. Il faut monter une sonde d'entraînement électrosystolique. Et le traitement, je vous ai dit, comme toujours, c'est la reperfusion myocardique. Parfait. Très bien, parfait. On va finir avec les troubles de la conduction et les troubles du rythme. On va passer aux complications mécaniques. Donc, cinquième complication des syndromes coronariens aigus, c'est les complications mécaniques. Alors, les complications mécaniques sont toujours à rechercher devant un état de choc cardiogénique sur IDM, généralement antérieur, insuffisance cardiaque sévère du genre OAP, ou un nouveau souffle à l'auscultation. Donc, un malade qui n'avait pas de souffle avant, vous l'auscultez, il arrive avec une douleur thoracique, vous auscultez, et un souffle avec un sus-décalage, il faut penser à une complication mécanique. Alors, un patient qui fait un IDM avec un choc cardiogénique est généralement de très mauvais pronostics. Il est dû le plus souvent, comme je vous ai dit, à une complication mécanique, un trouble du rythme majeur ou une dysfonction VG étendue. La prise en charge passe toujours par l'ATR, par la choro-angioplastie. Très bien. Alors, deuxième complication mécanique, c'est l'insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque droite, il faut y penser quand vous avez un malade qui vient avec une douleur thoracique, un sus-décalage à l'ECG, et des signes d'insuffisance cardiaque droite. Alors, il faut penser à la rupture septale. On va détailler tout ça. À l'infarctus ou extension de l'infarctus au VD. Donc, un infarctus inférieur étendu au VD, ça peut donner une insuffisance cardiaque droite. Une insuffisance cardiaque globale, donc un malade qui fait de l'insuffisance cardiaque gauche qui s'étend à une insuffisance cardiaque droite aussi. Ou à une tamponade par rupture de la paroi libre. On va détailler tout ça juste après. Alors, on va commencer par l'insuffisance mitrale. Alors, l'insuffisance mitrale, lors de l'IDM, peut être due à plusieurs mécanismes. Alors, le premier mécanisme est en urgence. À la phase aiguë, c'est la dysfonction de pilier, le pilier postérieur, lors des IDM inférieurs. Soit une rupture de pilier carrément, quand la nécrose est étendue. Donc, une rupture de pilier peut donner une insuffisance mitrale aiguë par rupture de pilier. Soit, à une phase plus tardive, une dilatation de l'anneau mitral en cas de dysfonction VG. Donc, un VG qui finit par se dilater, dilate l'anneau de la mitrale et on peut avoir une insuffisance mitrale secondaire à cela. Donc, l'insuffisance mitrale, dans notre cas, on va l'appeler insuffisance mitrale aiguë. Elle se dévoile généralement par un tableau d'OAP massif avec un souffle d'IM que vous avez connu bien sûr. C'est le souffle holosystolique à la pointe. Alors, la prise en charge est généralement urgente. Il faut non seulement reperfuser le territoire atteint, et puis il faut une chirurgie de remplacement valvulaire urgente ou de plastie mitrale. C'est une complication redoutable de l'idée. Alors, voici un exemple de rupture de pilier. Alors, ça, c'est une image d'échographie transœsophagienne. Pourquoi? Parce que l'image, elle est inversée. Alors, vous avez l'OG ici. Notre sonde d'ETO, elle est à ce niveau, derrière l'OG, donc au niveau de l'œsophage. Donc, derrière l'OG, la première image qu'on a, c'est l'image de l'OG. Et puis, celle du VG, derrière. Celle du VG et de l'aorte. Alors, vous reconnaissez la valve aortique ouverte en systole. Et puis, vous avez la valve mitrale. La valve mitrale qui, normalement, doit être
fermée pendant la systole. Sauf que là, on a non seulement qui part au niveau de l'OG, avec cette partie charnue, c'est le pilier qui est rompu. Donc ça, c'est un idéum antérieur avec rupture de pilier. C'est une complication mécanique redoutable. Donc, un malade qui avait un VG tout à fait normal, une OG tout à fait normale et qui vous fait ça passe généralement par des insuffisance cardiaque gauche importante. C'est un malade qui vient en tableau d'OAP massif ou de choc cardiogénique. Alors, la deuxième complication mécanique importante à connaître, c'est la rupture septale. Alors, la rupture septale, c'est cette fois-ci le territoire de l'idème, c'est la partie septale. Donc, c'est la paroi septale du VG. Et vous allez comprendre que s'il y a une rupture septale, ça va finir par une CI, par une communication interventriculaire. Alors, c'est généralement secondaire à un idéum antérieur, parce que le septum interventriculaire est vascularisé dans ses 2/3 antérieurs, plutôt supérieurs par l'IVA, et par le tiers et par la coronaire droite au niveau de son tiers inférieur. Alors, ça réalise généralement un tableau d'état de choc, et bien sûr, à retenir une insuffisance ventriculaire droite. Alors, pourquoi vous allez avoir une insuffisance cardiaque droite, plutôt une insuffisance ventriculaire droite? Parce qu'il y aura un shunt obligatoirement gauche-droit, alors du VG vers le VD, à travers la CIV, qui est, lui, non chronique, mais aigu. Donc, ça va surcharger les cavités droites, et on finira par avoir une insuffisance cardiaque droite. À cause du shunt, je vous ai dit gauche-droit. Et à l'auscultation, vous allez avoir le souffle systolique en rayon de roue de CIV. Le traitement est obligatoirement chirurgical. Sinon, c'est le décès dans un tableau d'insuffisance cardiaque globale. Alors, une autre complication, comme on a vu, donc la rupture septale, vous pouvez avoir une rupture de la paroi libre du VG. La paroi libre du VG, on va dire c'est la paroi antérieure ou la paroi latérale du VG. Alors, elle est très rare. C'est très rare de voir se rompre la paroi libre du VG. Elle est rapidement fatale aussi. Donc, parce que si la rupture se fait au niveau du cœur, donc à l'intérieur entre les deux ventricules, la rupture de la paroi libre se fait vers le péricarde. Donc, soit vous avez cette partie qui est rompue, qui est colmatée par le péricarde, et là, vous allez avoir un faux anévrisme du VG, soit c'est un tableau d'hémopéricarde et arrêt cardiaque par dissociation électromécanique. Alors, pourquoi vous allez avoir une dissociation électromécanique? Parce que tout le sang qui était censé partir du VG au niveau de l'aorte partira au niveau du péricarde. Et là, c'est le décès Hetman. OK. Alors, vous m'écoutez bien? Suivez? Oui. Oui. OK, très bien, parfait. Alors, on a parlé de la rupture à dysfonction de pilier et la rupture de pilier qui dans une IAM importante, aiguë, avec un tableau d'OAP massif. On a parlé de la rupture septale avec CIV et tableau d'insuffisance cardiaque droite. La rupture de la paroi libre, c'est généralement un décès sur place. Et voici un exemple de CIV. Alors, le CIV, de nouvelles CIV suite à un idéum antérieur, antéroseptal, avec une rupture du septum, un shunt obligatoirement gauche-droit. Alors, des cavités où les pressions sont plus élevées, donc les cavités gauche, vers des cavités où les pressions sont plus basses, c'est les cavités droites. Et donc, ça finira par surcharger les cavités droites et on aura un tableau d'insuffisance cardiaque droite. Très bien. Alors, à côté, vous avez une rupture septale. Ça, c'est une pièce de nécrectomie, l'autopsie, sur un cas qui a subi un idéum antérieur avec une rupture de la paroi libre du VG. Alors, la paroi libre du VG, quand elle se rend, il y a du sang qui part du VG, alors du cœur, de l'intérieur du cœur, vers ce qu'il y a autour du cœur, c'est le péricarde. Donc, vous avez un tableau de démopéricarde et de décès par dissociation auriculo-ventriculaire. Très bien. Alors, une autre complication, la 6e complication précoce, c'est les péricardites précoces. Alors, elles sont très fréquentes. C'est un tableau de péricardite, quand vous allez l'avoir, le cours péricardite aiguë. Alors, avec une douleur, frottement et décollement péricardique. Elles sont très fréquentes en phase aiguë.
Alors, on a fini avec les complications précoces. On passe aux complications tardives. Alors, les complications tardives sont nombreuses. Elles vont joindre, elles sont nombreuses et elles sont dues à une mauvaise prise en charge de notre IDM, ou de notre syndrome coronaire aigu. Donc, tout IDM, tout syndrome coronaire aigu non reperfusé dans les délais, va finir par donner des complications mécaniques, par des complications tardives. Alors, les complications tardives les plus courantes sont l'insuffisance cardiaque chronique. Alors, qui dit insuffisance cardiaque chronique dit un autre chapitre carrément. Donc, on passe du chapitre maladie coronaire au chapitre insuffisance cardiaque. Alors, elles sont secondaires généralement à une dysfonction systolique, donc une grosse partie du cœur qui est touchée, qui est nécrosée. Donc, cette fois-ci, vous allez comprendre que ces complications ne sont non pas dues à une ischémie et donc passagère, mais à de la nécrose myocardique. Alors, nécrose myocardique, dysfonction systolique du VG, altération ou diminution de la fraction d'éjection du VG, suite à des IDM étendus, à des IDM itératifs. Donc, soit vous avez par exemple un IDM antérieur aujourd'hui, demain vous avez un IDM au niveau de l'apex, après-demain vous avez un IDM inférieur. Et donc, c'est des malades qui, tellement ils font des IDM, qui finissent par altérer leur fraction d'éjection du VG et finir par avoir des signes d'insuffisance cardiaque chronique. Alors, c'est une cause importante de mortalité de la maladie ischémique. Donc, la première, je vous ai dit, c'est la mort subite à la phase aiguë. Et là, une deuxième cause importante, c'est l'insuffisance cardiaque secondaire à la maladie ischémique. Le traitement, c'est celui de l'insuffisance cardiaque, malheureusement. Donc, c'est des malades à qui on n'a pas grand-chose à proposer, à part de soulager les signes d'insuffisance cardiaque. Donc, on va leur donner des bêta-bloquants, des IEC et des anti-aldostérone. Deuxième complication tardive, vous allez voir, c'est les troubles du rythme ventriculaire. C'est la même chose que les troubles du rythme à la phase aiguë, à la phase précoce, sauf que cette fois-ci, elles sont dues aussi à la nécrose myocardique. Donc, c'est des troubles du rythme qui vont durer dans le temps, qui vont revenir à chaque fois et qui ne sont pas passagers comme les premiers. Donc, ils sont généralement graves. Ils sont les causes, ou la première cause de mort subite chez le malade qui a une dysfonction VG. Donc, à distance de l'IDM, et quand on a un malade qui a une FEVG inférieure à 35%, un traitement médical optimal, comme on l'a vu, traitement d'insuffisance cardiaque, il faut implanter un défibrillateur automatique implantable. Donc, pour prévenir ces troubles du rythme graves. Alors, soit on le met en prévention primaire, quand on a bien sûr un malade qui, après avoir fait un IDM généralement antérieur, finit par avoir une dysfonction VG avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, et un traitement médical optimal, ça veut dire le maximum de traitement IEC, bêta-bloquant, anti-aldostérone pendant minimum 40 jours. Ce malade, on peut lui implanter un défibrillateur automatique implantable en prévention primaire des troubles du rythme grave. Soit en prévention secondaire, quand c'est un malade qui rentre dans le même sac, donc dysfonction VG, IDM, traitement médical optimal, et qui nous a déjà fait un trouble du rythme grave, qui a mené à un arrêt cardiaque récupéré, ou à une mort subite récupérée. Et donc, dans ce cas, bonjour. Très bien, parfait. Alors, généralement, ces malades, il faut leur implanter un défibrillateur automatique implantable, non en prévention primaire, mais en prévention secondaire. Très bien. Alors, troisième complication tardive, c'est l'anévrisme du VG. Alors, l'anévrisme du VG, c'est une poche dyskinétique qui se forme à distance d'un IDM antérieur et apical. Alors, c'est une poche qui ne bouge pas et qui est amincie. Alors que pendant la systole, au lieu d'avoir une contraction myocardique globale, vous avez une petite partie du cœur qui est akinétique et qui, en plus de ça, elle s'amincit. Donc, donnant un aspect d'anévrisme du myocarde. Donc, voilà. Vous avez un VG tout à fait normal. Donc, les quelques heures après l'IDM, quelques jours ou semaines, cette partie s'amincit. Et quelques mois après, elle devient dyskinétique. Alors, pendant la systole, au lieu de se contracter avec le reste du VG, elle se bombe vers l'extérieur. Donc, donnant une partie du VG, va stagner le sang. Donc, et vous allez comprendre qu'elle va être à l'origine d'autres complications, notamment
Alors, les thromboses intra-anévrismales qui vont nécessiter un traitement anticoagulant. Alors, les troubles du rythme ventriculaire, vous avez compris, parce que c'est une zone de nécrose, donc autour d'elle, il va y avoir des circuits de réentrée, et donc ça va mener à des troubles du rythme ventriculaire, TV, FV. Alors, ça va donner de l'insuffisance cardiaque, parce que ça va diminuer un peu la FVG, et rarement, je vous dis bien sûr rarement, on a eu des ruptures d'anévrisme du VG. Ok. Alors, voilà, donc un anévrisme du VG, la différence entre l'anévrisme et le faux anévrisme. Je vous ai dit, quand c'est une partie du VG qui est nécrosée, une nécrose étendue, amincie, ça peut mener à une stagnation de sang à l'intérieur, donc formation de thrombus et de complications après de dysfonction VG. Soit vous avez une rupture de paroi, carrément, qui est colmatée par le péricarde, et ça donne un aspect de faux anévrisme qu'on a vu il y a quelques instants. Très bien. Alors, la quatrième complication, c'est les péricardites tardives. Alors, les péricardites tardives, c'est des péricardites qui surviennent généralement au bout de 20 jours. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Dressler. En fait, c'est pas qu'une péricardite, c'est une pleuropéricardite inflammatoire d'origine immunologique. Donc, c'est un tableau qui est fait de pleurite, de pleurésie, d'épanchement pleural, d'épanchement péricardique et d'atteinte rhumatologique. Donc, c'est des arthrites aussi. Et le traitement passe par un traitement anti-inflammatoire. Donc, c'est comme tous les traitements des péricardites. Voilà. Et vous avez un autre syndrome, aussi immunologique, comme le syndrome de Dressler, c'est le syndrome épaule-main, qui lui, est dû à une neuroalgodystrophie. Vous n'avez pas encore fait rhumato, je sais. Alors, c'est une atteinte d'une articulation, généralement l'articulation scapulo-humérale, donc de l'épaule, avec des troubles vasomoteurs de la main. Donc, c'est un tableau immunologique qui nécessite une prise en charge en rhumato, donc kinésithérapie adaptée et repos. Voilà, pour ce qui est des complications tardives, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou pas? Docteur, Oui? vous pouvez répéter la notion de DAE? J'ai pas bien compris. Alors, de défibrillateur automatique implantable. OK. Oui. Bon, le défibrillateur, vous connaissez le défibrillateur externe, avec lequel on choque les malades quand ils font un trouble du rythme. Oui. OK. Alors ça, c'est un défibrillateur automatique ou semi-automatique qu'on a dans les aéroports et tout. C'est en fait deux palettes qu'on met sur le thorax du malade, donc une au niveau du sternum et l'autre au niveau du flanc, et on choque pour avoir un rythme régulier, soit quand c'est une FA, fibrillation auriculaire, quand il s'agit d'un trouble du rythme auriculaire, soit quand c'est un trouble ventriculaire pour redresser le rythme et avoir un rythme régulier. Alors, très bien. Ça, c'est un défibrillateur externe. Alors, pour les malades qui sont en dysfonction VG, donc qui font une insuffisance cardiaque suite à un IDM et qui finissent par avoir une FVG inférieure à 35%. C'est des malades qui sont à risque de faire des troubles du rythme parce qu'ils ont des zones de nécrose et qui dit zones de nécrose dit fibrose, et autour de cette fibrose, il va y avoir des réentrées, alors petites ou grandes, qui vont finir par donner des troubles du rythme ventriculaire, soit des tachycardies ventriculaires ou des fibrillations ventriculaires. Alors, vous allez comprendre que si par malheur cette tachycardie ventriculaire est mal tolérée et que cette FV est généralement mal tolérée, on va finir par avoir un arrêt cardiaque. Sauf que c'est des malades qui, généralement, ne sont pas tout le temps à l'hôpital, donc on ne peut pas les choquer à chaque fois. Et pour ça, on a imaginé un défibrillateur qui ne soit pas externe, mais qui soit interne, donc qui soit implantable au malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend alors le malade, c'est le même principe que le pacemaker. On ponctionne la veine sous-clavière, on met une sonde qui va de la sous-clavière vers le VD, donc on va mettre une sonde au niveau du VD, de la pointe du VD ou du septum interventriculaire. Et là, au moment où, alors il va avoir deux fonctions ce défibrillateur, ce pacemaker. Il va avoir une fonction d'écoute, donc il va voir le rythme du malade
il va discerner, il va essayer de distinguer les rythmes rapides qu'on va nous-mêmes donc définir. On va lui dire quand tu as une fréquence plus élevée que, par exemple, 180 par minute, et que ça soit et qu'il y ait une dissociation auriculo-ventriculaire, il faut la prendre pour une TV. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui-même donner des impulsions, donc il va choquer à l'intérieur du VD. Donc, pour éviter que le malade ne passe en FV et qu'il ne décède chez lui. Donc, c'est ça la notion du défibrillateur automatique implanté. C'est comme un pacemaker qui a deux fonctions. La première fonction, c'est l'écoute, donc il va écouter le rythme du malade. Quand il y a un rythme régulier, quand il y a un rythme bon, il fait rien. Et quand il sent que le malade est en train de faire une TV, voire une FV, il le choque sur place. C'est ça le défibrillateur automatique implanté. Compris? D'accord, merci. Très bien, donc il va vivre avec ça. D'autres questions, s'il vous plaît? Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui? Très bien. Donc, ça, c'était pour les complications des syndromes coronaires aigus. Je crois qu'on a fini. Vous allez avoir juste après un TD avec Dr Hamrouche dans un quart d'heure. Pour la déléguée, alors donnez-moi votre mail, s'il vous plaît. Comme ça, je vous envoie le TD. Docteur, Oui? j'ai pas compris le mécanisme de la péricardite précoce et la péricardite tardive, et surtout la relation avec ces maladies auto-immunes. Très bien, parfait. Alors, pour la péricardite précoce, on va commencer par les péricardites à la phase aiguë. Alors, la phase aiguë, comme toute maladie inflammatoire, il y a une réaction du péricarde qui lui, il est en contact avec la partie nécrosée, enfin, ischémiée, pas encore nécrosée. Et là, une petite réaction avec du liquide, ça va donner une péricardite. Donc, un épanchement péricardique qui est généralement petit, bien toléré. Ça, c'est pour la péricardite précoce. Alors, pour la péricardite tardive, par contre, je vous ai dit, c'est un phénomène immunologique. Comment? C'est des parties du myocarde, ces enzymes myocardiques qui vont être relarguées suite à la nécrose au niveau du sang. Et par phénomène immunologique, il va y avoir des anticorps donc, qui vont être faits et qui vont diriger contre ces petites particules du myocarde, et il se trouve qu'elles ont des ressemblances ou des particules qui leur ressemblent au niveau du péricarde, de la plèvre et au niveau des articulations. Et donc, ces mêmes parties vont être attaquées par ces mêmes anticorps, et on va avoir une réaction immunologique au niveau de tout le corps par atteinte des plèvres, du péricarde et des articulations. Et on va avoir soit une pleuropéricardite dans le syndrome de Dressler, soit un syndrome épaule-main quand c'est une atteinte de l'épaule et de la main. C'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce deuxième syndrome, mais on pense que c'est immunologique. Alors, je suis en train de... Oui? Comment un édème inférieur peut nous donner un bloc nodal? Très bien, je vous ai dit, bon, alors, très bien. Comment l'idème inférieur peut nous donner un bloc nodal? Alors, c'est soit, on a deux hypothèses qui ont toutes les deux été vérifiées. Alors, la première, c'est que le nerf vague passe passe par la partie inférieure du cœur. Et donc, quand on a un idème inférieur, donc, il y a une irritation du nerf vague à ce niveau, et donc une hypertonie vagale qui va finir par donner des troubles du rythme, alors à l'étage auriculaire ou à l'étage ventriculaire, donc un BAV. Et c'est des BAV généralement bien tolérés qui répondent bien à l'atropie. Ça, c'est un premier mécanisme. Alors, le deuxième, c'est une atteinte du nœud auriculo-ventriculaire, mais ce qui rend le BAV dans ce cas, ce qui rend le BAV dans ce cas réversible, c'est que le nœud auriculo-ventriculaire n'est pas perfusé que par la coronaire droite, mais par plusieurs branches, dont celle de la coronaire droite. Et quand il y a un idème inférieur, c'est une lésion
autour du nœud auriculo-ventriculaire sans atteinte du noyau ou du centre du nœud auriculo-ventriculaire. Donc, on peut avoir, encore une fois, par irritation du nœud auriculo-ventriculaire, une petite réaction, et donc un BAV qui n'est pas généralement méchant, avec un échappement haut situé, une fréquence assez élevée et un QRS fin, et qui répond toujours bien à l'atropine. Donc, le nœud n'est pas nécrosé. Il y a juste une lésion juste des lésions périnondales. Compris. Alors, je suis en train de lire les questions. C'est quoi un entraînement électrosystolique? Alors, l'entraînement électrosystolique, c'est une sonde de stimulation. Comme je vous ai dit, comme pour un pacemaker, où on a un BAV chronique qui nécessiterait donc une stimulation du VD en permanence avec un boîtier de pacemaker qu'on met généralement sous la clavicule. L'entraînement électrosystolique, c'est le même principe, mais il est fait en urgence. En urgence, pourquoi? Parce que vous avez un malade qui fait un BAV qui syncope et qui finit par faire un arrêt cardiaque. Et si vous montez pas une sonde d'entraînement électrosystolique, vous pouvez vous pouvez le perdre. Alors, comment on fait? On prend un abord fémoral, donc au niveau de la veine fémorale commune. On met à ce niveau un désilé, donc un introducteur. Et à partir de cet introducteur, on fait passer une sonde électrique. Cette sonde, on la remonte de la veine alors fémorale vers la veine cave inférieure, et on arrive au niveau de l'OD, et on met notre sonde, le bout de sonde au niveau du VD. Alors, bout de sonde au niveau du VD, et on branche tout ça à l'extérieur avec un boîtier qui donne des décharges électriques. Alors, ce boîtier va prendre le relais par un rythme extracardiaque. C'est un rythme d'entraînement, c'est un entraînement électrosystolique. Donc, vous avez compris que c'est urgent, donc c'est momentané, on met le malade sous sonde de stim jusqu'au lendemain matin où on implantera un pacemaker définitif. Donc ça, c'est l'entraînement électrosystolique, au risque de perdre notre malade. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui n'ont pas encore? Très bien. Pourquoi un IDM inférieur nous donne un bloc nodal? C'est compris. Donc ça, c'est quoi la différence entre rythme idioventriculaire avec TV dans le plan électrique? Quel est le mécanisme du péricardite aigu dans l'IDM? Alors, péricardite aigu, on a répondu pour la différence d'un rythme idioventriculaire et une TV. Alors, le rythme idioventriculaire est tout à fait le même qu'une TV, sauf que c'est une TV lente. C'est une TV lente. Je vais vous mettre la fréquence d'un rythme idioventriculaire ne dépasse pas les 100. Très bien, parfait. C'est ça la différence. C'est toute la différence. Alors, le rythme idioventriculaire, je vous ai dit, on l'a pas spontanément. On peut avoir un rythme idioventriculaire sur un IDM spontanément. Sauf quand il y a une reperfusion myocardique. C'est un signe de reperfusion myocardique. Comme l'inversion des ondes T après un IDM. Alors, ça, c'est une TV. La TV est généralement, alors, elle a généralement une fréquence très élevée, plus de 100, généralement plus de 150 à peu près. Et là, comme cette TV qui est à 150, on a un grand chaos entre les QRS. Ça, c'est une TV, donc c'est une tachycardie ventriculaire, la vraie. Alors, la FV, où il y a rien, il n'y a aucun rythme à distinguer ou distinguable. Et puis, la RIVA, vous arrivez à distinguer quand même un rythme qui est régulier, qui n'est pas très rapide. On a une fréquence autour de 90, 80, 90, où vous avez, avec ça, un élargissement du QRS. Vous voyez la différence entre ces deux QRS. Donc, c'est bas situé, donc ça vient des ventricules, VD ou VG. C'est plus large, et c'est dissocié des auriculogrammes. Ça, c'est un rythme idioventriculaire accéléré, qu'on a généralement, je vous ai dit, lors de la thrombolyse d'un IDM antérieur, le plus souvent. OK. Voilà pour les complications. Docteur, de l'IDM, oui. quel est le mécanisme de la péricardite? Je voulais expliquer. Est-ce que vous étiez là ou là? Est-ce que je répète ou là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Je ne l'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu, alors. Très bien. Alors, pour la péricardite, je vous ai dit, la péricardite aiguë, c'est une réaction
de proche en proche. Donc, c'est une partie du péricarde qui est autour du myocarde ischémié qui va réagir de manière inflammatoire, donc et donner un épanchement. C'est une péricardite généralement bénigne. Et puis, quand c'est une péricardite tardive, je vous ai dit, c'est un... Attendez un peu. Je vous ai dit, c'est un phénomène immunologique. Que veut dire phénomène immunologique? Alors, je vous ai dit, péricardites précoces, elles sont fréquentes. Elles sont dues à une réaction locale, mais les péricardites tardives sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que là, il y a la nécrose. Donc, la nécrose veut dire relargage de certaines molécules par des protéines myocardiques et des produits de nécrose du myocarde dans le sang. Alors, quand il y a relargage de ces molécules dans le sang, il va y avoir un phénomène immunologique, donc formation d'antigènes contre ces protéines, ces produits de nécrose. Et à la suite de ça, vous allez avoir une réaction au niveau de tous les organes qui ressemblent à peu près, enfin, qui contiennent des molécules ressemblant à celles du myocarde ou à celles des produits de dégradation du myocarde. C'est l'hypothèse qu'on a donnée pour expliquer le syndrome de Dressler, qui donne une pleuropéricardite, donc des molécules qui contiennent la plèvre et le péricarde. Et par conséquent, on va avoir un épanchement péricardique et pleural. Le traitement, il est anti-inflammatoire. Aussi, dans le syndrome épaule-main, c'est le deuxième syndrome immunologique après le péricardite tardive, qui est dû à ce même phénomène. On a essayé de l'expliquer comme ça et dire que l'arthrite ou la périarthrite scapulo-humérale est due à une réaction donc à distance du corps humain de manière immunologique contre des particules que contient l'articulation et aussi la main et qui dans ce tableau de neuroalgodystrophie, donc suite au relargage des particules nécrosées. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, alors vous attendez Dr Hamrouche qui vient vous faire le TD dans un quart d'heure à peu près. Et je vous envoie le mien par email. Ok? Merci. Très bien.